Bonjour les barracudas, savez-vous ce que c'est qu'un poisson qui parle? Hey, bienvenue dans ce deuxième mini-cours. Si vous avez déjà vu le premier, qui est juste ici, vous connaissez déjà la formule. On va découvrir l'histoire rocambolesque, oui, tout à fait rocambolesque, de la photographie. Avant d'en arriver à Instagram, Snapchat et toutes les photos connues, ça, il y a eu un sacré chemin parcouru. Nous allons donc faire un petit voyage dans le temps en emmenant avec nous un personnage inventé de toutes pièces du nom d'Alphonse. Je suis pas inventé, je suis un vrai petit garçon. Très bien Alphonse, si t'es doué de volonté, comment expliques-tu que tu te retrouves dans un seau rempli à rabord de merde? Voilà ouais, c'est bien ce qui me semblait. Bref, donc à part Alphonse qui, vous l'aurez compris, sort d'un trou de fesses, ainsi que son voyage imaginaire, tout le reste dont je vais vous parler sera vrai. Et justement, notre enquête commence alors qu'Alphonse est avachi sur son lit, en train de parcourir la rubrique fétichisme d'Instagram sur son smartphone. Ouais, je vous ai dit, le gamin est plutôt spécial. Et là, soudain, sa mère arrive dans sa chambre sans prévenir et lui remet une mystérieuse enveloppe. Elle referme la porte derrière elle alors qu'Alphonse est en train de lui beugler dessus. Faut frapper avant d'entrer. Enfin bref, il ouvre l'enveloppe et dedans découvre cette photo. Voilà, c'est une photo quoi. Il la retourne et lit sur son dos. Cette photo a quelque chose qui la rend unique. Tu découvriras quoi à la fin de ton aventure? Étrange. Mais ce qu'Alphonse ignore, c'est que la fin de son aventure, c'est aussi la fin de la vidéo. La vie est quand même bien foutue, quoi. En fouillant l'enveloppe, il ressort ensuite un pistolet à eau avec un post-it collé dessus, avec écrit « Pointe le sur toi et l'aventure commence ». Alphonse, pas méfiant pour un sou, se vise lui-même donc et appuie sur la gâchette. Un jet d'eau lui arrive alors en pleine poire et en même temps, la surprise le fait tomber à la renverse et il se fait aspirer dans un vortex. Tout se met à tourbillonner autour de lui, il a l'impression d'être ivre-mort sur un bateau en pleine tempête. Puis soudain, tout s'arrête. Alphonse est dans le noir complet. Tout est silencieux. En étant plus attentif, il remarque alors un petit rond de lumière devant lui. Est-ce que je suis mort? Se demande-t-il. La fameuse lumière au bout du tunnel, tout ça? Il s'approche du rond lumineux et se penche. Et il constate alors qu'il s'agit en réalité d'un trou. Et en regardant à travers, il voit au-delà un paysage. Avec des montagnes, des rivières, des arbres, etc. Alphonse finit par se retourner dans cette pièce noire. Et alors, il a un hoquet de surprise en voyant derrière lui. Exactement le même décor que par le trou. Mais éclairé sur une grande toile et à l'envers. Et il y a un bonhomme avec d'amples vêtements et une longue barbe argentée. Salut mon petit, t'es plutôt mimi? Non, c'est pas Dumbledore. En train de décalquer sur cette toile avec un pinceau. Et en s'approchant, Alphonse réalise qu'il s'agit de Léonard de Vinci. C'est incroyable. De Vinci se tourne face à lui et lui apprend qu'il se trouve en ce moment même dans une chambre noire. Comme ce bon vieux De Vinci a quelques notions de latin, il lui apprend que ça vient du latin camera obscura, qu'on aurait aussi bien pu traduire par chambre obscure. Et comme il peut le constater, ça permet de projeter un décor réel, en l'occurrence ici ce paysage, à travers un petit trou sur une surface plane. Mais la projection sera retournée. Les premiers à en parler sont les Grecs, notamment Aristote, 3 siècles avant Jésus-Christ, qui s'en servait de son côté pour mieux voir les étoiles la nuit ou pour voir en plein jour les taches solaires. Car oui, le soleil a des taches, comme les rouquins, sauf que pour les repérer, pour lui, c'est plus compliqué. Et donc Aristote fut l'un des tout premiers, si ce n'est le premier à découvrir les taches solaires grâce à la chambre noire. C'est un petit peu ironique quand même. Soleil, chambre noire, tout ça. C'est ce qui est à l'origine de tous les appareils photo et même des caméras. De la plus pourrie qui coûte 15 balles jusqu'à celle où tu peux vendre ton rein pour espérer la voir. Tiens justement, caméra, ça se prononce pareil, c'est pas une coïncidence. Mais ça, De Vinci ne peut pas le savoir encore évidemment. Il ressort alors de la chambre obscure par une porte dérobée. Et Alphonse le suit. En même temps, il a rien de mieux à faire. Là, De Vinci lui montre plusieurs peintures ultra détaillées qu'il a réalisées. Alphonse est sur le cul, ça semble si réel. Et c'est normal, c'est un décor réel qui, grâce à la chambre noire, a simplement eu besoin de décalquer sur une toile. Ouais, mais en même temps, ce petit sacripant de Vinci a toujours été très en avance sur son temps. Exemple, c'est le premier à parler d'hélicoptères, de tanks et de plein d'inventions qui ne verront le jour que des siècles plus tard. Et ce fut là aussi le premier à utiliser la chambre noire pour aider à dessiner ou peindre. Alors qu'Alphonse regarde d'un air béat toutes ses inventions, De Vinci prend un seau d'eau et ni une ni deux, il lui balance au visage. Pris de surprise, Alphonse tombe en arrière en renversant comme un singe tout ce qui se trouve sur son passage. Dans sa chute, il se sent alors emporté dans un tourbillon assez vomitif, comme tout à l'heure. Et ça tourne. En réouvrant les yeux, il se rend compte qu'il est dans un autre lieu. Il est dans une pièce plutôt simple. Avec une femme, face à une table remplie de pain, en train de verser du lait dans une coupelle. Et dans un coin de la pièce, on a une espèce de grosse boîte bizarre, avec un objectif qui en sort braqué sur la scène avec la femme. Quelqu'un est affairé derrière cette boîte. C'est bizarre, on dirait presque une caméra avec son caméraman, mais faite toute en bois et version XXL. Pourtant, nous sommes au milieu du XVIIe siècle. Les caméras n'apparaîtront que 3 siècles plus tard.
Étrange. En allant voir plus près, Alphonse découvre derrière la machine un homme coiffé d'un grand chapeau noir et de longs cheveux en bouclette, avec un pinceau à la main, en train de peindre, avachi au dos de la machine. Il s'agit de Johannes Vermeer, un peintre quand même très célèbre. Notamment pour ces peintures-là. Ça vous dit quelque chose? Par contre, ce que l'on sait moins, c'est qu'aujourd'hui, on a de gros doutes sur le fait que Werner ait peint ses toiles de manière classique. C'est-à-dire comme on l'imagine quoi, à l'ancienne. Regardez les finesses des détails, ça semble presque réel. Et justement, Alphonse est en train de le voir. La scène de la femme est projetée contre une vitre au dos de la machine. Et Werner n'a qu'à juste décalquer tout ça. Comme Alphonse quand il était petit à l'école, et qu'il décalquait une illustration avec des feuilles spéciales. Avouons quand même que ça retire un petit peu du prestige de l'artiste. Mais alors que Werner est occupé à décalquer chaque infime détail de la scène, il faut savoir qu'à cette époque, grâce notamment à Léonard de Vinci, la chambre noire ou camera obscura a eu le temps de se perfectionner. De pièces énormes, elle devint peu à peu une grosse boîte qui était souvent faite en bois. On y installa une lentille optique à l'avant pour que l'image soit plus nette, puis un diaphragme. Vous savez, cette espèce de fenêtre ronde capable de rétrécir ou de se dilater. Sur le fond de la boîte, on mit un miroir à 45 degrés pour que l'image se projette sur le dessus. Et au fil du temps, ça devint une machine qui fit fureur, notamment auprès de beaucoup de dessinateurs et de peintres, mais aussi de scientifiques voulant reproduire fidèlement un objet étudié, car au final, décalquer n'exige pas beaucoup de temps. Pas vrai, Vermeer? Grave erreur de le déranger. Il vient de remarquer la présence d'Alphonse et il est pas content. Il prend un pot de peinture et lui balance au visage. Oh non! Bah si, il se sent tourbillonner. Oh putain, ça va pas recommencer! Et il atterrit dans une cathédrale. Alphonse se demande ce qu'il fout là. Mais en se tournant, il voit une énorme boîte, haute de 3 étages, qui va se révéler être en fait une chambre noire, avec un objectif qui est braqué sur la cathédrale elle-même. En entrant dedans, il découvre un monsieur en train de décalquer minutieusement le décor de la cathédrale. Mais la toile qu'il peint est virtuellement immense. Plus tard, en suivant le monsieur, Alphonse le voit assurer un spectacle très étrange. On est dans une sorte de théâtre avec plein de gens fortunés, aristocrates et bourgeois, en train de contempler l'immense toile de la cathédrale terminée. Mais celle-ci semble étrangement réelle. Oui, je dis souvent réelle, c'est vrai. Mais vraiment parce que c'est quelque chose qui s'en dégage à l'époque où la photographie n'existait pas encore. Et donc avec ces grandes toiles, selon des subtils jeux de lumière qui sont diffusés derrière la toile, l'atmosphère de cette dernière change. Tantôt, elle semble être en plein jour avec ses couleurs chaleureuses et rayons de lumière, puis quelques instants après, elle passe en pleine nuit avec des airs bleutés, des clairs de lune et des cierges qui se mettent à brûler. Finalement, le spectacle se finit et le public applaudit à tout rompre, complètement ébahi. En sortant de la salle, Alphonse revoit ce monsieur et il sait enfin qui c'est. Son nom est Louis Daguerre. C'est un Français. Nous sommes alors au début du 19e siècle, soit presque 2 siècles après l'épisode avec Vermeer. La caméra obscura est utilisée alors dans plein de domaines différents. Mais Daguerre en a trouvé un vraiment surprenant avec ses spectacles de peinture vivante, qui semblent plus vrais que nature. Très en vogue à Paris et à Londres à cette époque. Il les a appelés des dioramas. Alphonse, qui est toujours là, tout excité, lui pose plein de questions alors. Daguerre finit par lui avouer que son rêve secret, c'est d'être capable, grâce à ses chambres noires, de capturer l'image projetée, sans devoir faire l'effort fastidieux de la peindre. Bref, il rêve d'inventer la photographie. Il lui dit qu'il a déjà essayé des trucs, comme une poudre phosphorescente qu'il dispose contre le support et qui absorbe la lumière projetée. Oh cool! Et ça marche? Oui, lui dit Daguerre. Il y a une image fantôme qui apparaît sans rien faire. Mais elle ne dure pas plus de quelques heures avant que la phosphorescence s'estompe. Une bulle magique se forme alors à côté d'Alphonse, qu'il est le seul à voir. Oh tiens, c'est bizarre. Et il observe à l'intérieur un autre personnage en train de travailler dans son coin sur le même rêve fou que Daguerre, créer la première photographie. Son nom à lui est Nicéphore Diès. Oui, c'est clair que c'est pas un nom passe-partout quoi. Mais c'est un Français lui aussi. Et après 11 années de recherche laborieuse, il a réussi à trouver un moyen de le faire. Dans la bulle, Alphonse le voit disposer au fond d'une caméra obscura une plaque d'étain qu'il recouvre d'une couche de bitume. Le bitume absorbe petit à petit la lumière du soleil et se fige définitivement dans ce nouvel état au bout de 8 heures de pause. Oui, 8 heures à attendre que la photo s'affiche. Mais c'est bel et bien une photo. Et la voici. Ouais, c'est un peu vilain, mais c'est la toute première de l'histoire quand même. Niès l'a pris de la fenêtre de son appartement, mais comme en 8 heures le soleil a eu le temps de se déplacer, c'est ce qui donne ces ombres étranges. Et puis bon, la bulle magique se referme et le temps passe. Alphonse est d'ailleurs agréablement surpris de ne pas s'être encore pris un nouveau seau d'eau sur la tronche. Plus tard, Daguerre rencontre, plus ou moins par hasard, Niès. Et les deux hommes sont rapidement admiratifs des inventions de l'autre. Ils finissent alors par s'associer dans l'objectif de populariser et de perfectionner l'invention de la photographie de Niès. Ils s'entendent tous les deux parce qu'ils voient là-dedans un grand futur. Mais manque de bol pour ce dernier, il meurt de vieillesse à peine quelques années plus tard. Il a alors 68 ans.
Daguerre se retrouve alors tout seul dans la danse. Mais ce n'est pas pour lui déplaire, hein. Car le petit bonhomme bourré d'ambition est bien content de s'approprier l'invention de Nièce, pour son propre compte. Lui qui rêvait de ça depuis si longtemps. Alphonse fait alors un nouveau petit saut dans le futur. Quelques années ont passé. Il voit Daguerre signer des contrats juteux et connaître la célébrité dans le monde entier. Il a amélioré l'invention de son prédécesseur et désormais le temps de pause n'est plus que de quelques minutes. Il a appelé son appareil le daguerréotype. Toute mention à Nièce a disparu. Si bien qu'à ce moment-là, le grand public pense que le seul et unique inventeur de la photographie est Louis Daguerre. Et lui-même fait de gros efforts pour leur en convaincre. Quand je vous disais que le gars recule devant rien. Alphonse est à Paris et voit un couple de bourgeois totalement immobile en plein soleil devant l'un de ces fameux daguerréotypes. Ils semblent crispés, voire même empaillés comme des hiboux. En même temps, le photographe, même si on les appelle pas comme ça à ce moment-là, leur a bien dit de ne pas bouger d'un cil sinon la photo sera ratée. Et en même temps, on peut imaginer qu'avoir l'air naturel 20 minutes en plein soleil, bon, c'est pas évident quoi. En observant mieux la machine, Alphonse voit qu'elle est chère et dangereuse à cause de produits chimiques pour que la photo s'imprime. Exemple, de la vapeur de mercure est notamment utilisée. Ouais, mais mieux vaut pas qu'elle s'échappe de la boîte. Après 20 minutes de pause, le photographe s'exclame justement « C'est dans la boîte !» Il prend le temps de développer la photo et la remet à la famille bourgeoise, ravie quant à elle d'avoir un portrait d'elle fidèle à la réalité qu'elle pourra afficher. C'est à ce moment-là à la mode dans la classe bourgeoise de se faire daguerréotyper, comme on l'appelle. Car c'est un moyen moderne et plus abordable pour rivaliser avec les grands portraits peints à la main des grandes familles aristocrates du siècle dernier. Alors qu'Alphonse est concentré sur le drôle d'appareil, sans faire attention à lui, le photographe ouvre la boîte et, par la même occasion, un jet brûlant de mercure arrive en plein dans la face d'Alphonse. Le pauvre est ébloui sur le champ et se sent aspiré dans un tourbillon, emportant avec lui sa flopée de jurons. Encore assommé, Alphonse se réveille péniblement. Il remarque alors qu'il est dans une chambre, mais c'est pas la sienne. Avec une armoire, un bureau, un lit, et un homme âgé est assis sur le lit. Alors qu'Alphonse s'approche de lui, il a soudain un mouvement de recul quand il le voit avec un revolver braqué sur son propre cœur. Qu'est-ce que vous foutez ? S'exclame Alphonse. L'homme lui raconte qu'il s'appelle George Eastman. Il est américain et est le fondateur de Kodak. Presque un siècle est passé depuis l'invention du daguerréotype et les appareils photo n'ont pas cessé d'être améliorés, avec une qualité d'image et des temps de pause de plus en plus courts. Mais c'est Eastman ici présent qui a inventé la pellicule photo qu'on connaît. Avant, ils utilisaient des plaques rigides pas très pratiques pour pouvoir imprimer les photos. Et c'est lui qui a rendu l'appareil photo à une taille très correcte, alors qu'avant c'était de grosses boîtes encombrantes et surtout accessibles à la masse. C'est-à-dire vous, moi, bonjour. Eastman se détourne alors d'Alphonse et appuie sur la détente. Un bruit sec et étourdissant retentit alors qu'il vient de se tirer une balle en plein cœur. Sous le choc, Alphonse s'approche prudemment du corps d'Eastman et voit un papier laissé à côté de lui avec écrit dessus « Mon travail est terminé, pourquoi attendre ?» Ayant consacré sa vie à répandre l'usage des appareils photo accessibles à tous, lorsqu'il estima son travail terminé, Eastman préféra se suicider. Tout au long de sa vie, il donna une grande partie de sa fortune à des associations et des universités. Il ne vit heureusement pas de son vivant son entreprise Kodak faire faillite en 2012 parce qu'elle ne réussit pas à s'adapter à la vague des appareils photo numériques. Pourtant le comble c'est que c'est aussi Kodak qui inventa les appareils photo numériques, mais qui refusa de les commercialiser car ça rapportait pas assez d'argent. Par rapport aux photos classiques dont il fallait lui acheter à chaque fois des pellicules. Et on peut le comprendre, à ce moment-là, Kodak faisait partie des entreprises les plus prospères et riches de la planète. En gros, c'est comme si un groupe pétrolier découvrait une nouvelle énergie plus propre et quasi gratuite, mais qu'il étouffait sa découverte, car le pétrole, vous comprenez ma bonne dame, hein, c'est plus juteux. Pour revenir à nos moutons, c'est au final de nouveaux concurrents asiatiques comme Sony, Canon, Fujifilm, Nikon, qui redécouvrent le numérique et l'exploitent cette fois-ci. Kodak ne survivra pas à ça. Devant tout ce sang se répandant sur le lit, c'est un peu glauque, Alphonse sent sa tête qui tourne, et il finit par faire un malaise en s'effondrant la tête la première. Sur le sang, hein, bien sûr. Il se sent alors partir et emporter dans un énième tourbillon. Mais cette fois-ci, celui-ci semble faire monter dans le ciel, loin, loin au-dessus de la Terre. Il réouvre les yeux et voit notre planète bleue depuis l'espace. Tout est silence, rien ne bouge. Et là, une voix dans sa tête lui apprend que, paradoxalement, alors que notre planète est le joyau de l'humanité, elle n'a été prise totalement en photo que 2 seules fois. Une fois en 1972, que voici, et la seconde fois, c'est seulement l'année dernière, en 2015, que voilà. D'ailleurs, la nouvelle photo est quand même un peu plus fade. Toutes les autres photos de la Terre sont des reconstitutions de plusieurs petits bouts. Et Alphonse trouve ça fou. En plus, on peut pas dire qu'il a une vue dégueu de là où il est. C'est quand même marrant, on a plus de clichés de Nabila que l'objet sur lequel on est. Tous. Autant que nous sommes. En songeant à ça, Alphonse se sent soudain retomber à toute vitesse. Il fonce droit sur la Terre, en rentrant dans l'atmosphère, traversant les nuages, percutant un piaf au passage, défonçant le toit de sa maison, et finalement re-atterrissant sur son lit en douceur. Il papillonne alors des yeux comme en sortant d'un songe. Sa tête est trempée et son pistolet à eau toujours pointé sur lui. Il est bien dans sa chambre, d'ailleurs il regarde le plafond, bon non, il n'y a pas de trou. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne semble avoir bougé. A-t-il rêvé?
Il repose le pistolet à eau et reprend la mystérieuse photo du début. Cette photo a quelque chose qui la rend unique au monde. Tu découvriras quoi à la fin de ton aventure? Il a alors le réflexe de fouiller à nouveau dans l'enveloppe et découvre un bout de papier. Il le déplie et lit. Voilà la fin de ton aventure. T'es content? Mon aventure est finie et j'ai rien. Pour répondre à ta question, si cette photo est si unique, c'est parce que c'est tout simplement la plus chère au monde. Elle s'est vendue en 2014 à 6,5 millions de dollars. C'est aussi cher que pratiquement 30 Ferrari, quoi. Quelques années auparavant, c'était cette photo-là, la plus chère au monde. Alphonse est en train de réfléchir. Mais en fait, c'est-à-dire que s'il avait lu ce bout de papier, là, qu'il a dans les mains, avant de se tirer dessus avec le pistolet à eau, il aurait niqué tout le système. Et puis il entend alors tout à coup sa mère l'appelant pour venir bouffer. Oui, c'est bon, j'arrive, maman. Il se lève et quitte sa chambre. Ça donne fin de rester assis à rien foutre sur son lit, hein, quoi. Et voilà pour la fin de ce mini-cours. Alors certes, c'est vrai qu'il est un peu long, mais en même temps, c'est un mini-cours. Un cours normal, ça dure 1 heure. Regardez vos professeurs, c'est pas passionnant. Pour terminer, j'aimerais vous faire découvrir la chaîne YouTube sobrement intitulée « Apprendre la photo » et qui pour le coup tombe plutôt à pic par rapport au sujet. Si on est un tant soit peu intéressé par la photographie, c'est pour le coup vraiment intéressant et accessible. Certains de ces concepts de vidéos ressemblent d'ailleurs à des podcasts, avec l'humour, le côté fun, etc. Où il peut parler par exemple dans celui-là de la profondeur de champ, ici de la mise au point, ici de l'exposition. Alors certes c'est quand même sur des points techniques, mais vous verrez que c'est quand même vachement plus sexy que sur un site lambda qui pourrait en traiter. Je m'en suis perso pas mal inspiré pour me documenter durant l'écriture de ce mini-cours. Et ça a fait naître chez moi un certain intérêt pour la photographie, alors qu'avant d'écrire ce mini-cours, c'est vrai que ça ne m'intéressait pas spécialement quoi. Donc voilà, le lien est en description ou quelque part par ici pour pouvoir aller voir ça par vous-même. Voilà, c'est tout pour moi, à très bientôt les barracudas.